12 000 enfants de moins que l'année dernière et c'est la 4e année que le nombre de naissances diminue en France. Il est porté en 2018 à 758 000 et c'est ce qu'a révélé l'INSEE en publiant le 15 janvier les résultats du dernier recensement. Alors comment expliquer que les Français ont moins d'enfants aujourd'hui? Quelles sont les autres tendances de notre nouvelle réalité démographique? Quel est l'impact, notamment économique, de ce nouveau visage de la population française? On vous a demandé sur Twitter si vous pensiez qu'il faut instaurer une politique plus nataliste en France. Et vous êtes à peu près à égalité sur le sujet. Un petit peu plus à penser que non, 52% précisément. Alors surtout, continuez à y répondre tout au long de cette émission. Et surtout, dites-nous pourquoi. Nos décrypteurs sont là pour y répondre. Et je vous propose qu'on écoute d'abord la réponse d'Emmanuel Macron sur ces nouvelles réalités démographiques et en particulier sur la politique familiale qui est menée en France. Il a répondu aux maires qui l'ont interpellé sur la question à l'ouverture du grand débat national en Normandie avant-hier. Écoutez. Je suis moi très preneur là-dessus qu'on regarde les choses. À un moment donné où notre pays rentre dans une zone, moi qui m'inquiète. Parce qu'une des forces de la France, c'est qu'il y avait une vraie démographie très vivace par rapport à nos voisins. Quand je regarde, le problème allemand qui arrive, ils ne l'ont pas encore vécu, c'est sa démographie. Nous, ce n'est pas le nôtre. On est un pays qui a encore une vraie jeunesse, qui a une vitalité démographique. La politique pour l'accompagner, elle existe en France. On a une politique fiscale, la quotient familiale, on a les allocations familiales, et on a l'accompagnement, en particulier des mères et pères de famille, pour mieux marier, mieux articuler la vie familiale et la vie professionnelle. La clé, alors il peut y avoir des mesures de bonification, des mesures sur les revenus, mais quand on regarde les choses aujourd'hui, ce qui stresse le plus, ce qui, dans toutes les statistiques qui sont faites et aussi dans les évaluations qui sont faites aujourd'hui de tous les dispositifs qui existent, ce qui est le plus efficace et ce qui a le plus d'impact quand ça existe pour faire des enfants et ce qui a le plus d'impact quand ça n'existe pas pour ne pas en faire, c'est tous les mécanismes d'accompagnement. La possibilité d'avoir quelqu'un qui vient garder les enfants chez vous, la possibilité de pouvoir les mettre facilement à la crèche. Et là-dessus, on n'est pas encore au niveau, c'est là qu'on doit se développer. Gérard François Dumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes démographe et géographe. Vous êtes professeur à la Sorbonne à Paris 4 et vous présidez la revue Population et Avenir, dont le dernier numéro est consacré aux deux mondes différents que sont les espaces ruraux et les espaces urbains. Je signale également votre dernier livre qui est paru chez Armand Collin. Ça s'appelle « Les territoires français, diagnostic et gouvernance ». Alors, une des principales informations de ce dernier bilan de l'INSEE, c'est qu'il y a de moins en moins de bébés dans les berceaux. Et ça fait 4 ans que ça dure. Est-ce que cette baisse des naissances est étonnante et est-ce que c'est un recul plus fort que d'habitude? Elle n'est pas étonnante dans la mesure où moi-même je l'avais annoncé il y a déjà 4 ans, tout simplement parce que lorsqu'on étudie l'évolution de la politique familiale et de la fécondité au fil des décennies, on voit que la corrélation est parfaite. C'est-à-dire que lorsque la politique familiale se détériore, la fécondité se met à baisser. Et lorsqu'on améliore la politique familiale, la fécondité se met à augmenter. Tout simplement parce que la politique familiale, c'est comme toutes les politiques publiques, elle n'est pas neutre, elle a des effets sur le comportement des populations. Or, il faut se rappeler qu'en 2014-2015, de lourdes décisions ont été prises pour raboter fortement la politique familiale. Ces décisions ensuite ont été confirmées. Et à nouveau d'ailleurs, sous le président Macron, il y a eu de nouvelles décisions réduisant la politique familiale sur les deux niveaux, à la fois au niveau des prestations, puisqu'on a majoré les allocations familiales avec un pourcentage inférieur à celui de l'inflation, et puis également parce qu'il ne faut pas oublier que l'État a réduit considérablement les dotations aux collectivités territoriales. Et le résultat, eh bien, c'est qu'elles ont limité l'augmentation du nombre de places de crèches ou de relais assistance maternelle. Alors, on essaiera d'analyser les causes un petit peu plus tard au cours de cette émission. La politique familiale, on l'entend bien, c'est peut-être le principal facteur. D'abord, pour bien comprendre ces chiffres, est-ce que, par exemple, ça touche plutôt les femmes qui sont plus jeunes, on va dire celles qui ont entre 25 et 35 ans, ou est-ce que c'est plutôt les femmes plus mûres qui ont moins d'enfants? Comment ça s'organise? Alors, en fait, là, c'est l'ensemble des femmes. C'est vrai que si on prend sur la longue durée, on a eu un décalage dans le calendrier des naissances, qui est lié notamment à l'augmentation de la période de formation à la fois féminine et masculine. Mais maintenant, cela n'évolue guère.
Et donc, il ne faut pas compter que la baisse des naissances, par exemple chez les femmes de 30 ans, entraîne un rattrapage à l'âge de 38 ou 40 ans. C'est pas le cas. Ça a été vrai dans le passé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est l'ensemble, effectivement, des couples qui ont eu un comportement moins accueillant vis-à-vis de l'enfant sous l'effet des mesures négatives du gouvernement. Donc là, le nombre d'enfants par femme est passé à 1,87 précisément. Il était à 1,90 l'année dernière, donc il continue à baisser. On a donc la natalité baisse, on l'a bien compris, mais en même temps, l'INSEE précise que la population augmente de 0,3%. On frôle la barre des 67 millions. Comment ces deux réalités sont-elles possibles? La natalité baisse, mais la population augmente. Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que tout simplement, en démographie, on est toujours dans des logiques de longue durée. Donc, il y a ce qu'on appelle des effets de vitesse acquise, comme pour les grands navires quand ils veulent freiner. Et donc, bien que la fécondité soit insuffisante pour assurer ce qu'on appelle le renouvellement des générations, nous sommes encore en France dans une situation où il y a plus de naissances que de décès. Mais si la fécondité restait à ce bas niveau, on finirait, comme l'Allemagne, comme l'Italie, à avoir plus de décès que de naissances. Donc, il faut faire attention, si vous voulez, parce que la mesure du moment ne permet pas de bien comprendre l'avenir. On prend un exemple complètement ailleurs, en Asie orientale. La population de la Chine continue d'augmenter par effet de vitesse acquise, mais il est déjà certain qu'elle va diminuer dans les années 2030. D'accord. Alors ça, c'est important de le préciser parce que ça pouvait être mal compris, mal interprété en tout cas quand on a reçu ces chiffres. Est-ce que, par exemple, également, l'immigration pallie à ces manques de naissances? Est-ce que c'est un facteur qui peut expliquer ce... Alors, bien sûr, dans les chiffres qui sont donnés, notamment dans l'indice de fécondité, cela concerne toutes les naissances survenues en France, qu'il s'agisse de personnes de nationalité française ou de nationalité étrangère, qu'il s'agisse de personnes nées en France ou nées à l'étranger. Donc les immigrés sont bien dans les chiffres que nous avons ici. Ce qui est certain, en revanche, c'est que c'est vrai que la fécondité des immigrantes est supérieure, en moyenne, à ce chiffre moyen de 1,87 que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors on le voit tout particulièrement dans certains de nos départements d'outre-mer, comme Mayotte ou comme la Guyane, tout simplement parce que on est à plus de 2 là, on dépasse là, en Guyane, on est autour de 4 et à Mayotte aussi, tout simplement parce qu'il y a éventuellement la volonté d'accueillir un enfant, mais il y a aussi un intérêt à accueillir un enfant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un certain nombre de populations qui sont en situation irrégulière sur le territoire et qui savent qu'à partir du moment où elles auront un enfant sur le territoire, il y a très peu de chances qu'elles puissent être expulsées. On a le même phénomène avec les hispaniques aux États-Unis d'ailleurs. Autre point remarquable, Gérard-François Dumont, c'est le recul de l'âge de la maternité. Oui. On en a un tout petit peu parlé il y a quelques instants. Quelles en sont les principales causes ? La principale cause, bien entendu, c'est déjà la durée de la formation. Donc la durée, de plus en plus de femmes, heureusement d'ailleurs, se forment dans l'enseignement supérieur et ça retarde souvent la mise en couple et la venue d'un enfant. Et deuxièmement, logiquement, les femmes veulent aussi avoir une carrière professionnelle, ce qui est tout à fait normal également. Et donc parfois, effectivement, elles retardent aussi une naissance parce qu'elles veulent d'abord avoir une installation professionnelle satisfaisante. Mais de plus en plus, parce qu'il y a 10 ans, on était à l'âge moyen, c'était 29,8. Oui. Là, on en est à l'âge moyen de maternité, 30,6 ans. Oui, ça a bien augmenté, mais je pense qu'on est quand même arrivé un petit peu au plafond, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène majeur, c'est que l'infertilité augmente avec l'âge. C'est-à-dire que malheureusement, plus on attend, moins on a de chances d'avoir facilement des enfants. Donc c'est vrai que face à ce risque, on ne peut pas reculer éternellement l'âge à la maternité, sauf s'il y a des techniques nouvelles qui sont mises en œuvre et qui ne sont pas nécessairement souhaitables. Alors ça, c'est pas nouveau, mais il y a une autre tendance qui ressort nettement, c'est que la population française vieillit toujours. Une personne sur 5 en France a plus de 65 ans. 65 ans ou plus, alors que la proportion des moins de 15 ans est inférieure à 18,3%. Oui. Est-ce que le renouvellement des générations, avec ces données-là, est remis en cause ? Alors non, le vieillissement, c'est un autre élément qui est la combinaison de plusieurs facteurs. Oui, il y a ce qu'on appelle le vieillissement par le bas, c'est-à-dire à partir du moment où la fécondité est faible, vous avez moins de naissances,
Donc le pourcentage des jeunes va être moindre, et donc du coup le pourcentage des personnes âgées va être plus élevé. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le vieillissement par le bas. Deuxième élément, le vieillissement par le haut. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est l'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées. Et donc ça a commencé dans les années 70. Et à partir du moment où les personnes âgées vivent plus longtemps, eh bien, elles sont nécessairement plus nombreuses. Par contre, ça incite à, par exemple, augmenter l'âge de départ à la retraite, parce qu'on ne peut pas financer éternellement des années allongées à la retraite. Le troisième élément qui joue sur le vieillissement, mais qui lui réduit le vieillissement, c'est notre système migratoire. Puisque, en fait, les personnes qui viennent habiter en France sont plutôt des personnes jeunes, donc elles ralentissent plutôt le vieillissement de la population. Donc c'est la combinaison de ces trois éléments qui explique le vieillissement de la population. Alors, en soi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais il faut avoir une gestion des âges intelligente. Et évidemment, il ne fallait pas faire la retraite à 60 ans en 1982, parce qu'on savait déjà à l'époque que ça allait conduire à une catastrophe financière. Donc je précise que l'espérance de vie des femmes en France est précisément de 85,3 ans et pour les hommes, c'est 79,4. Donc, en effet, ça évolue. Ça n'évolue pas beaucoup, plutôt. Quelles sont les conséquences de cette baisse des naissances pour la France et, en particulier, quel est son impact économique? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec notre journaliste du service économie au Figaro. Mais je vous propose qu'on écoute d'abord les propos de Bruno Retailleau, le président du groupe des Républicains au Sénat. Et sur cette question, il est intervenu sur CNews, c'était hier. Écoutez. Pour la 4e année consécutive, il y a une baisse des naissances et c'est catastrophique pour l'avenir, pour notre croissance, pour notre niveau de vie, pour les retraites, c'est fondamental. Et il dit, mais oui, c'est important la politique familiale. Jamais un président de la République n'avait autant atteint que lui, qu'Emmanuel Macron, la politique familiale. Voilà, donc nos invités s'installent pour poursuivre cette émission sur les nouveaux visages de la démographie française. Cécile Crouzel, bonjour. Bonjour. Merci de vous installer à ce bureau pour nous raconter donc les impacts économiques de ces évolutions. Et ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est dans quelle mesure est-ce que justement la situation économique d'un pays joue sur son taux de natalité. Alors la situation économique d'un pays peut jouer effectivement sur sa natalité. C'est en période de crise économique, ça n'incite pas à avoir beaucoup d'enfants, même si ce n'est pas quand même du tout le seul facteur. Ce qui est le facteur vraiment déterminant, ça c'est vrai, c'est la politique familiale et sa générosité et sa stabilité dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut que les ménages soient convaincus que cette politique va durer dans le temps, va les accompagner tout du long de la vie, du moment où ils éduqueront leurs enfants, etc. Donc ça, c'est le phénomène, c'est le vrai phénomène clé. Et c'est vrai que la fécondité, M. Dumont le dit avec moi, elle est quand même très liée entre pays européens au niveau des politiques familiales. Alors, générosité, elles sont faibles en Espagne, en Italie. La natalité y est très faible, elles sont plus fortes en Suède, la natalité y est meilleure. Voilà, il n'y a pas mais le contexte économique donc joue aussi. Ça aggrave. Ça aggrave. S'il y a une crise économique, ça peut aggraver la baisse de la fécondité. Ça, c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans les pays d'Europe du Sud, en Grèce, etc. Les difficultés de la Grèce, c'est aussi une des causes de la très très faible natalité dans ces pays-là. Mais en France, par exemple, preuve quand même que ce n'est pas si déterminant que ça. En 2008-2009, la fécondité n'a pas du tout baissé. Et est restée très élevée. 2008-2009, c'est vraiment le pire de la crise financière. C'est des années de récession en France. C'est vraiment les pires années de croissance, enfin les pires années économiques depuis 1945. Malgré cela, la fécondité n'avait pas baissé. Donc, pour se dire à quel point, quand même, c'est parce que la conjoncture, il y a des aléas, ça monte, ça descend, etc. La politique familiale, elle est sur le long terme et c'est un facteur beaucoup plus important. Et assez subtil. Ouais. Et inversement, dans quelle mesure est-ce que le PIB d'un pays, par exemple, est dépendant de son dynamisme démographique? Alors, totalement. Parce que en grande partie, ce qui détermine la croissance à long terme d'un pays, son dynamisme vraiment fondamental, c'est la force de travail, la population en âge de travailler et qui travaille, qui est en emploi, c'est eux qui produisent, le nombre de producteurs qui est corroboré par la productivité de ces producteurs, combien ils produisent, eux, par tête, chacun, productivité qui est très liée au progrès technologique, au niveau d'avancement technologique. Voilà, vous pouvez avoir, il y a des pays très, très peuplés comme l'Égypte, avec faible productivité, vous avez une richesse nationale faible. Donc le dynamisme démographique est fondamental. Pour l'activité d'un pays. Voilà, il faut que la population en âge de travailler soit nombreuse et en croissance pour qu'il y ait de la croissance. En France, c'est encore le cas, puisque la démographie a été
correcte, on va dire, même là aujourd'hui par rapport à d'autres pays. Et puis on a un peu l'apport de l'immigration aussi, hein, une des solutions pour compenser des pays comme l'Allemagne, qui auraient une population active qui diminuerait s'ils ne faisaient rien, ils font appel à de l'immigration. Ça explique aussi la politique d'Angela Merkel, hein, qui est frontalement d'importer c'est cru à dire, mais d'importer des travailleurs. Voilà, donc oui, ça a un effet sur la croissance de long terme d'une économie, vraiment la croissance fondamentale, c'est un effet direct. Alors justement, là, avec la baisse de la natalité en France, quels sont les principaux déséquilibres économiques, les impacts en tout cas économiques à prévoir? Alors pour que ça ait un impact sur la population en âge de travailler, c'est long puisque bébé là, qui naît là, il arrive sur le marché du travail dans 20 ou 25 ans. Hein. C'est très long. Voilà, c'est très lent, ça ne se voit pas tout de suite. Là, on a encore une population active qui s'accroît en France. Environ 100 000 personnes par an. Et c'est pareil, il y a un effet aussi donc, sur la croissance fondamentalement, il y a un effet aussi sur les déficits publics. C'est-à-dire qu'une population qui vieillit suppose de gérer correctement les régimes de retraite, puisque aujourd'hui, dans le système de retraite par répartition, les actifs, ceux qui travaillent, payent pour les retraités. Donc il faut qu'il y ait suffisamment... cette relève. Voilà, il faut qu'il y ait une relève, exactement, pour payer les retraites des retraités. Donc ça suppose en tout cas... alors il faut qu'il y ait du dynamisme démographique, et s'il y en a moins, faire appel, ce qu'on disait, à l'immigration éventuellement, mais ça pose d'autres problèmes culturels lourds pour une société, hein, ça va être un choc politique très lourd, ou... au moins à s'adapter en repoussant l'âge de départ à la retraite. C'est ce qu'ont fait l'Allemagne, typiquement, c'est ce qu'a fait le Japon. Voilà, où les gens travaillent jusqu'à très très tard, plus de 70 ans parfois. C'est ce que fait le Japon, qui lui a confronté à un vieillissement qui a déjà commencé très 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 fort. Alors vous parliez tout à l'heure de la politique familiale qui en effet a été un petit peu détricotée ces dernières années, qui peut expliquer ces problématiques aujourd'hui de baisse de natalité. Est-ce que c'est rentable au final pour un pays, une politique d'allocation familiale par exemple? C'est cher à assumer. Est-ce qu'au final on peut mesurer ce que ça peut lui rapporter? C'est très compliqué, je ne connais pas vraiment, il y a peut-être de mesures, enfin c'est pas... Voilà, c'est difficile à calculer. C'est difficile à calculer parce qu'en plus, il y a, comme dit, il y a un effet quand même très de long terme en fait. Hein. Voilà, pour que les bébés d'aujourd'hui travaillent et donc produisent de la richesse pour le pays et cotisent aux régimes sociaux pour les retraites, pour la santé, etc. C'est long. Donc il n'y a pas probablement quand même que le gouvernement travaille sur ces questions-là. C'est bien pour ça que il y a un lien direct. En tout cas, il y a un lien direct entre effectivement le dynamisme démographique et la croissance économique. Ça, c'est sûr. Mais si cette politique est trop lourde à assumer, c'est bien pour ça qu'elle est diminuée. C'est parce qu'en fait, elle rapporte moins qu'elle ne coûte. Je sais, elle a été diminuée parce que je pense qu'il y avait beaucoup de déficits. La Sécu était en fort déficit et on a coupé dans la branche famille, qui était une des branches pour faire des économies. Je ne suis pas sûre, en se disant que ça n'aurait pas trop d'impact sur la natalité, ce qui s'est avéré faux. Et il y a eu aussi, alors il y a ça très clairement à partir de 2014-2015, sous le quinquennat Hollande, et il y a une réorientation aussi assez assumée, alors je ne sais pas si elle est plus idéologique que comptable. Oui, il y a ça aussi sur le terrain, il y a la raison comptable qui est très forte. Il y a une raison idéologique aussi, c'était de réorienter la politique familiale vers les plus pauvres. En fait, parce qu'aujourd'hui, par le système du quotient familial et des allocations familiales qui n'étaient pas du tout sous condition de ressources jusqu'à ces réformes, elles bénéficiaient aussi aux ménages relativement aisés, de cadres, supérieurs, etc. Il y a une volonté de réduire les aides familiales pour eux et de les basculer vers des familles monoparentales plus pauvres, etc. C'est un choix politique lourd qui a été fait, qui a été accentué par Emmanuel Macron, qui continue, qui n'a plus réduit, mais qui continue à aller dans ce sens, qui est un choix politique lourd et qui est très différent du choix qui a été fait lors du lancement de la politique familiale, où ce n'était pas fait au départ pour compenser les inégalités entre classes sociales. Vraiment pour aider les familles. Mais pour aider les familles. Ce n'était pas fait pour compenser les inégalités entre classes sociales à la base. Bon, ça a été pas mal, ça a bougé des années 70, tout ça, mais quand même, il y a eu un changement. Quand vous parlez de l'origine, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, oui. On reviendra peut-être avec notre démographe sur ces questions intéressantes. En attendant, je vous propose qu'on se penche sur ces raisons qui peuvent expliquer que les Français sont freinés dans leur perspective de devenir parents. Les allocations familiales, certes, mais c'est peut-être un petit peu plus large. Est-ce qu'ils sont plus nombreux qu'avant à être freinés? Quelques éléments de réponse avec Agnès Leclerc, journaliste au service Société du Figaro, qui est spécialisée sur les questions de famille. Écoutez.
Alors les no kids, ça a toujours existé. Il y a toujours eu un pourcentage de femmes qui ne souhaitaient pas faire d'enfants. La dernière étude sur le sujet date de 2014. C'est une étude de l'INED et elle révèle qu'il y a 6% d'hommes et 3% de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ne veulent pas en faire. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais la nouveauté aujourd'hui, c'est que c'est plus facilement assumé, voire revendiqué par certains. Ils ne veulent pas d'enfants pour plein de raisons, une histoire familiale compliquée, une envie de s'accomplir dans la vie qui ne passe pas par les enfants. Ces dernières années, on parle pas mal de l'argument de l'écologie. Enfanter un enfant de plus, ce serait enfanter un pollueur de plus sur la planète qui n'en a peut-être pas besoin. Bien évidemment, ça n'arrive pas en tête des raisons pour ne pas faire des enfants, mais il y a quand même des mouvements qui se sont créés sur ce thème, notamment aux États-Unis. Un mouvement qui s'appelle Green Inclination No Kids et qui dit qu'il ne faut pas faire davantage d'enfants car la planète est déjà surpeuplée. C'est vrai qu'en France, ça peut être considéré comme un peu iconoclaste parce qu'on est dans un pays qui valorise beaucoup la maternité, la parentalité. On voit beaucoup de stars s'afficher en une des magazines avec un bébé dans les bras. Donc c'était un choix qui pouvait être difficile à assumer ces dernières années. Voilà, on poursuit la deuxième partie de cette émission Les Décrypteurs consacrée à la baisse de la natalité en France, qui se confirme donc avec les derniers chiffres de l'INSEE. Et Jérémy Pontieux nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Jérémy. Bonjour. Pour relayer les réactions et éventuellement les questions des internautes, une première question peut-être, Jérémy. Tout à fait. Alors effectivement, elles sont nombreuses les réactions. On a beaucoup de gens qui nous parlent de la politique familiale, qui sont assez critiques. Et on a une question assez directe de 36, qui est son surnom sur le Figaro.fr, qui nous dit « Pourquoi la natalité doit-elle toujours augmenter ?» Est-ce que c'est une condition sine qua non? Est-ce que c'est une bonne chose? Non, le problème, ce n'est pas l'effectif d'une population, c'est la répartition par âge d'une population. Et donc, il ne s'agit pas de dire que la natalité doit augmenter, mais ce que l'on constate dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'un pays a connu effectivement une baisse démographique, cela finit par des catastrophes. Et donc, il est important de noter que dans un pays comme la France, avec son haut niveau sanitaire, pour assurer ce qu'on appelle le simple renouvellement des populations, il faut une fécondité de 2,1 enfants par femme. Alors, ce n'est pas du tout parce qu'on coupe les enfants en tranches, mais c'est lié au fait que, d'abord, il y a une suprématie des filles sur les garçons, des garçons, sur les filles à la naissance, et donc il faut rééquilibrer. Puis, malheureusement, il y a encore un petit peu de décès féminins au jeune âge. Donc, il ne s'agit pas d'augmenter. Il ne faut pas que ça baisse. Mais la baisse, toute l'histoire le montre, que ce soit Venise, Rome, la Grèce, etc., engendre des conséquences négatives parce qu'il faut tenir compte de l'aspect qualitatif. Tout à l'heure, donc, on a parlé à juste titre de l'importance de la population active, mais en fait, l'enfant, dans une certaine mesure, il fait partie de la population active. Parce qu'à partir du moment où il y a des enfants dans une commune rurale, le maire est stimulé à aménager son école, à créer des équipements sociaux, culturels, etc. Et dans une famille, quand une famille s'agrandit, ça change la façon de vivre de la famille et ça oblige éventuellement les parents à chercher une profession meilleure, etc. Alors, si on revient sur ce qu'on vient d'entendre dans les propos d'Agnès Leclerc, qui est journaliste au service Société, et qui parle de cet acte de ne pas avoir d'enfants comme un acte vert, c'est une chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, un acte altruiste quasiment. C'est issu du malthusianisme d'ailleurs, cette idée. On se souvient de cette infographie qui avait été publiée par l'AFP en octobre dernier et qui listait les gestes écologiques possibles, et parmi eux, il y avait cette possibilité de ne pas avoir d'enfant, avoir un enfant en moins, parmi donc celui de laisser sa voiture au garage ou changer ses ampoules. Est-ce que, selon vous, c'est une mentalité qui s'ancre vraiment dans la société, cet esprit? Juste avant de vous laisser répondre, effectivement, c'était aussi une interrogation des internautes qui nous disait c'est une bonne nouvelle, moins de natalité, moins de croissance et moins d'utilisation de ressources de la planète. On entend très souvent cet argument. Alors, en fait, on est dans ce qu'on appelle le néo-malthusianisme, c'est-à-dire Malthus, en 1798, a déjà eu ce même raisonnement, considérant qu'il fallait diminuer la population pour que la vie soit meilleure. Simplement, les arguments malthusiens changent avec le temps et aujourd'hui, on utilise la question de l'environnement. Et lorsqu'on l'utilise, on considère que tout nouveau-né supplémentaire est un passif,
alors que ce nouveau-né supplémentaire, ça peut être un actif. C'est-à-dire ça peut être lui qui, au contraire, va faire une innovation qui va engendrer qu'on va en réalité avoir une attitude beaucoup plus écologique. Alors lorsqu'on regarde les chiffres, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la densité des populations et leur comportement négatif d'un point de vue écologique. Donc autrement dit, on a des populations qui ont une attitude très défavorable vis-à-vis de l'environnement alors que la densité de la population est faible. Et puis au contraire, on a des populations parfois très nombreuses qui du coup subissent une pression qui les oblige à être beaucoup plus respectueux de l'environnement. Si vous voulez, c'est un peu comme le problème de la cigarette, c'est-à-dire que vous mettez un fumeur tout seul dans une salle, s'il fume 3 paquets par jour, la salle va être irrespirable. Vous mettez 10 personnes qui ne fument pas dans une salle, il n'y a pas de conséquences négatives dans la qualité de l'air de la salle. Donc l'enfant, c'est un créateur, et donc, si vous voulez, c'est comme si vous dites, voilà, Beethoven, il n'aurait pas dû naître parce que ses parents avaient telle maladie, etc. Ben oui, mais ça a été un très grand musicien. Donc on ne peut pas a priori juger de ce que sera l'apport au monde d'un enfant. Cécile, quelque chose à ajouter? Ou Jérémy, une autre question peut-être sur oui, une autre question. Alors, c'est un point qui est soulevé sur la politique familiale. On en a déjà un petit peu parlé, mais Lège nous dit sur le Figaro.fr, François Hollande avait été prévenu des conséquences de transformer la politique familiale en politique sociale, c'est ce qu'il dit. Il les avait niées. Le gouvernement actuel est toujours dans cette démarche. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, c'est tout à fait... oui. C'est François Hollande donc, qui a plafonné le quotient familial de façon assez dure et qui a ensuite mis sous condition de ressources fait moduler les allocations familiales selon les ressources. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde avait les mêmes aides, quelles que soient les ressources. Pour les allocations, pour la partie allocation, il y a d'autres aides qui étaient en sous condition de ressources, mais pour la partie allocation, oui. Et puis après, ça a été mis sous condition de ressources. Il y a 2 seuils, je crois, 5 684 € par mois et 7 700. Et là, c'est divisé d'abord par 2 et ensuite par 4. Donc là, donc ça a été les grosses mesures prises par François Hollande. Et Emmanuel Macron n'a pas redurci des choses dans le sens qu'effectivement, il revalorise les allocations familiales moins que l'inflation, ce qui est aussi un choix assez lourd. Il y a un choix assumé, alors là, pour le coup, mais même on le retrouve dans les discours d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, on le retrouve vraiment, c'est un choix complètement assumé de réorienter en plus l'argent vers les familles plus pauvres et notamment les familles monoparentales. Alors c'est exactement, voilà. Je propose qu'on écoute les propos de Jean-Frédéric Poisson qui préside le Parti démocrate chrétien sur ce point précis. Est-ce que la politique familiale finalement n'est pas réduite aujourd'hui à être simplement un des moyens d'une politique sociale? Écoutez ce qu'il dit. Ce qui fait la différence entre les politiques d'assistance sociale, qui sont légitimes de mon point de vue bien sûr, et des politiques familiales, c'est le caractère universel. À partir du moment où vous considérez que le soutien aux familles doit être uniquement proportionné aux ressources de ces familles, alors vous faites basculer très directement et très mécaniquement la politique familiale dans le champ de l'action sociale. Or, c'est justement ce qui avait fait la fortune de la France, c'est cette distinction, d'une certaine manière, cette partition entre d'un côté l'aide sociale pour les familles qui en ont besoin et d'un autre côté la reconnaissance universelle de la valeur de chaque enfant qui arrive dans notre nation et qu'il faut soutenir quelle que soit la situation de ses parents, parce que c'est une richesse pour l'ensemble de la société. Lorsqu'on abandonne ce principe, on fait effectivement une confusion terrible entre les politiques familiales et les politiques sociales, ou plutôt on réduit la politique familiale à une politique sociale supplémentaire. C'est une idée de gauche que la gauche porte depuis très longtemps, à laquelle malheureusement la droite a de temps en temps sacrifié. Un commentaire sur ces propos de... Je corrigerai quand Jean-Frédéric Poisson dit que c'est une unité de gauche, parce qu'il faut rappeler que quand Lionel Jospin avait décidé de mettre sous condition de ressources les allocations familiales, eh bien, ses partenaires de la gauche plurielle, dont le Parti communiste, y étaient refusés en disant « mais ça fait partie du contrat social avec les Français ». Et donc, à l'époque, cette mesure n'avait été appliquée que pendant une durée symbolique de 9 mois. Donc, ce n'est pas forcément une idée de gauche. En fait, la politique familiale telle qu'elle existait auparavant, elle reposait sur 2 principes fondamentaux. Premier principe, je dirais la liberté de choix, c'est-à-dire qu'en fait, que chaque femme et chaque couple puissent librement choisir le nombre de ses enfants. Et ça suppose forcément une compensation, dans la mesure où un couple ou une femme qui ne veut pas d'enfants, c'est pris en charge par la société, soit à travers le remboursement des moyens contraceptifs, soit à travers l'IVG. Bon. Donc, pour que le plateau de la balance soit équilibré,
il faut équilibrer cette liberté de contraception, donc en 2 mots, de ne pas avoir d'enfants, par une liberté d'avoir des enfants. Et le deuxième élément, ce que vous avez bien dit tout à l'heure... Ça, c'était donc à l'origine. Hein. C'était à l'origine, c'était la compensation, c'est-à-dire effectivement un cadre supérieur qui investit, en quelque sorte, dans l'accueil d'enfants par rapport à un cadre supérieur qui n'investit pas dans l'accueil d'enfants. Ah, une forme de compensation. Eh bien, il faut une forme de compensation et de solidarité entre les générations. D'accord. Et donc ça a complètement disparu. Ah ben ça, maintenant, c'est vrai que ça a été balayé par les différentes mesures qui ont été mises en place, et tout particulièrement depuis 2015. Cécile, quelque chose à ajouter peut-être là-dessus, sur ce détricotage progressif, et en particulier aussi l'augmentation des tarifs, on n'a pas encore parlé, des tarifs pour, par exemple, les espaces d'accueil pour les enfants, qui maintenant aussi sont basés sur les revenus des parents. Et donc ça, c'est une nouveauté, ça n'est plus totalement égalitaire, c'est en fonction des revenus. Alors ça, c'est lié aussi, alors ça existait quand même déjà un peu dans le passé, mais c'est lié effectivement aux contraintes budgétaires croissantes des collectivités territoriales. Donc à partir du moment où l'État a diminué la libre administration des collectivités territoriales, où celles-ci se sont retrouvées à devoir exercer des compétences sans moyens transférés de l'État. Je vous donne un seul exemple, les polices municipales. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de police municipale. Mais les citoyens sont venus voir leur maire en disant « mais l'État n'assure plus la sécurité, créez une police municipale ». Et vous voyez que c'est une dépense exponentielle. C'est-à-dire qu'elles sont obligées d'embaucher toujours plus, et maintenant, il faut qu'elles les arment. Donc tout ceci, évidemment, fait que de plus en plus de collectivités territoriales, pour arriver à équilibrer leurs comptes, eh bien, ont maintenant des tarifs concernant tout ce qui concerne l'accueil de l'enfant qui sont beaucoup plus élevés qu'avant. Donc ce sont les familles qui assument ces manques et ce sont les familles qui assument ces manques. Et bien sûr, automatiquement, eh bien, les familles, elles reçoivent le message. C'est-à-dire qu'elles ont moins confiance dans le fait que si elles agrandissent leur famille ce qu'elles souhaitent, est-ce qu'elles seront suffisamment accompagnées? Et c'est là où le discours du président Macron tout à l'heure est quand même extrêmement discutable, puisqu'il a l'air de dire qu'il veut mieux accompagner les familles, alors qu'il vient de prendre des décisions qui, en fait, ont pour conséquence de moins les accompagner. Quelles sont les mesures, par exemple, qui pourraient prendre, qui pourraient redonner confiance un peu aux familles, des mesures qui sont réalisables? Une politique familiale convaincante, ça serait quoi, par exemple? Alors, il ne faut pas oublier, avant de répondre à votre question, il ne faut quand même pas oublier que l'une des raisons du succès de la politique familiale en France, c'est qu'en fait, elle avait été développée à toutes les échelles, c'est-à-dire à l'échelle de l'État, à travers les allocations familiales, par exemple, ou le quotient familial, mais aussi à l'échelle des départements et des communes. Et qu'il y avait en fait une idée partagée sur le fait que cette politique familiale était une bonne chose. Autrement dit, quand un maire de droite était battu aux élections et remplacé par un maire de gauche, ou quand un maire de gauche était battu aux élections et remplacé par un maire de droite, il n'y avait pas de remise en cause de la politique familiale municipale. Ça ne bougeait pas. Donc, si vous voulez, ça c'est un élément très important pour comprendre pourquoi, malgré les difficultés, la France reste moins mauvaise que les autres pays européens en matière de fécondité. Alors, que faudrait-il faire? Est-ce qu'il peut revenir sur beaucoup de choses qui ont déjà été décidées? Mais il peut revenir aux bases qui sont absolument fondamentales. Je vous rappelle que Jospin avait été obligé de le faire à l'époque. Il faut revenir aux fondamentaux. Parce que sinon... Parce qu'il a l'air de dire, donnez-moi des idées, je suis à l'écoute, je suis preneur. Les idées, elles sont comme très si simples. c'était pas si simple. C'est-à-dire que la France a besoin d'une politique familiale et pas seulement d'une politique sociale, si nécessaire soit-elle. Donc il faut remettre en place une vraie politique familiale. Alors cette politique familiale, elle concerne les allocations, elle concerne la question de la fiscalité, elle concerne la question du logement. Par exemple, les taxes sur le logement aujourd'hui ne sont pas favorables aux familles qui veulent s'agrandir, parce qu'il y a des frais, des droits de mutation, etc. Autrement dit, si vous voulez, plutôt que de nationaliser la taxe d'habitation, il aurait mieux valu s'attaquer aux droits de mutation qui freinent ce que j'appellerais la mobilité familiale, c'est-à-dire le fait qu'une famille s'agrandisse et qui freine aussi la mobilité professionnelle. Donc les idées, elles ne manquent pas et on espère qu'elles vont être écoutées. Il faut encore les appliquer. Jérémy. Oui, alors on a eu aussi beaucoup de témoignages c'est pas très surprenant, de gens qui disent qu'aujourd'hui, ils feraient différemment. Une grand-mère qui nous disait qu'elle ne sait pas comment elle arriverait à faire aujourd'hui si elle avait le même poste avec la charge de travail supplémentaire qu'elle a. Et Blandine qui nous dit plus spécifiquement, et pour la fonction publique hospitalière, difficile de
garder un conjoint quand votre vie est dédiée à l'hôpital. Difficile d'avoir des vacances, alors les journées pour nos enfants qui seraient malades, l'école, c'est impossible. Et n'oublions pas le nombre important de fausses couches dans ce personnel et aucune bonification par naissance par rapport au privé. Est-ce que c'est un domaine qu'il faudrait peut-être aider en plus particulier? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels, pour aider à la natalité, il faudrait À mon sens, si vous voulez, pour prendre un autre exemple, je considère que mon analyse, c'est que les 35 heures ont été défavorables à la natalité. Tout simplement parce que les 35 heures, ça a entraîné la création de ce qu'on appelle les RTT. Et donc, en fait, pour beaucoup de femmes comme d'hommes, ça fait souvent des journées de travail beaucoup plus longues. Alors, en contrepartie, vous avez certes des journées de RTT, mais c'est beaucoup plus difficile d'élever en continu une famille quand vous avez des journées plus longues. Et c'est exactement le témoignage que vous avez eu, à mon avis, sur cette question. Donc, c'est toute la gestion du temps. Oui. Et dans cette gestion du temps, bien sûr, il y a également, ne serait-ce que le problème des 80 km/h. Puisque les 80 km/h, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le fait, notamment dans les espaces ruraux, que les gens puissent rouler à 90, c'est l'occasion de pouvoir dépasser le camion qui va vous retarder de 10 minutes pour aller récupérer votre enfant chez l'assistante maternelle. Donc, si vous voulez, il faut, en fait, la politique familiale, elle est transversale. C'est-à-dire que l'ensemble des décisions qui sont prises par les pouvoirs publics doit se dire, est-ce que cette décision est bonne ou mauvaise pour permettre aux familles d'avoir un libre choix de leur nombre d'enfants. Est-ce que, par exemple, il y a la question aussi qui est soulevée en ce moment, est-ce que, imaginez un salaire pour les mamans qui s'occupent de leurs enfants, puisque là, en effet, le congé parental a été réduit à 18 mois au lieu de 3 ans, comme c'était le cas. Il n'y a pas de salaire, et donc il n'y aura pas de retraite pour ces mamans qui s'occupent de leurs enfants pendant quelques années. Vous avez tout à fait raison, ça fait partie des reculs de la politique familiale. Dans les causes, peut-être, de compréhension de cette chute de la natalité, est-ce qu'il y a aussi, vous êtes géographe, une autre manière d'occuper géographiquement le territoire qui peut expliquer les choses? Est-ce que le dépeuplement des campagnes a un lien, par exemple, avec cette baisse du nombre d'enfants? Certains, encore une fois une précision, mais un internaute nous disait effectivement qu'il avait des difficultés à trouver un établissement où mettre ses enfants, habitant en campagne, il en avait... Alors, c'est très compliqué d'avoir des enfants dans les milieux ruraux aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Donc, comme vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale a souhaité dédoubler les classes dans les quartiers défavorisés. Et pour dédoubler ces classes dans les quartiers défavorisés, il a fallu qu'il trouve des moyens, en quelque sorte. Et donc, il a fermé un certain nombre de classes dans le monde rural. Donc, c'est vrai qu'on a une difficulté plus grande du monde rural aujourd'hui à faire en sorte que les enfants soient accueillis à une distance pas trop loin de leur domicile. Et de façon générale, on a concentré les services publics dans les métropoles les plus peuplées, et ceci, évidemment, est défavorable aux familles du monde rural. Moi, je dirais quand même que malgré tout, vivre à Paris ou en région parisienne avec des enfants, c'est pas toujours simple pour la question du logement. Qui, voilà, on voit toujours, là, la mode, c'est quand même beaucoup de plaintes de monde rural. Ils ont des difficultés, mais la vie dans une grande métropole avec des enfants n'est pas toujours facile. L'espace, il y a le problème de l'espace qui est quand même crucial, surtout à Paris, en région parisienne. Donc les villes ont moins d'enfants et les campagnes. Alors il y a du service, c'est vrai que tout est prêt, mais il y a quand même un vrai problème d'espace. Oui, mais j'irai totalement dans votre sens, parce que justement, toute la politique gouvernementale, ça a été de vouloir concentrer la population française dans les métropoles, où elle rencontre d'autres difficultés. Il y a d'autres difficultés. Donc à la campagne, c'est difficile, et en ville aussi. Ah non, mais c'est difficile partout, puisque la question portait sur la campagne, donc j'ai répondu sur la campagne. Voilà. Mais c'est vrai que vous prenez, une métropole comme Bordeaux, dont la croissance démographique a été très forte, surtout depuis qu'elle est la capitale d'une région absolument immense. Les problèmes de perte de temps dans les transports ont augmenté de façon phénoménale. Et donc pour concilier vie professionnelle et vie familiale à Bordeaux, c'est de plus en plus difficile, plus les problèmes de coût que vous avez évoqués. Voilà, donc tous ces aspects qui n'encouragent pas en tout cas les familles à être parents, ou les couples qui n'ont pas encore d'enfants à en avoir. Merci pour toutes ces précisions à tous les deux. Merci Jérémy et tous les internautes qui ont participé à cette émission. Merci à toute l'équipe de préparation, celle de réalisation autour de Benjamin Bazin. Tout de suite, vous retrouvez le talk présenté par Yves Tréhard qui reçoit Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise aux élections européennes. À très vite sur Figaro Live.